En 2013, une équipe de paléontologues travaillant dans le désert du Sahara au Niger a fait une annonce qui a stupéfié la communauté scientifique. Ils ont reconstitué le crâne d'un ancien crocodilien et il mesurait près de 2 mètres de long. 2 mètres, rien que le crâne. La créature à laquelle il appartenait était quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Un crocodile si gigantesque qu'il faisait passer les crocodiles marins actuels pour des habitants de mare. Voici Sarcosuchus imperator, l'empereur crocodile de chair, et tout chez lui remettait en question ce que nous pensions savoir sur la biologie des crocodiles. Mais voici ce qui rend cette découverte si troublante. C'était pas un fantasme issu d'une ère de dinosaures lointaine. Sarcosuchus a vécu il y a seulement 112 millions d'années, dans un monde déjà reconnaissable. Les plantes à fleurs commençaient à se répandre, les premiers oiseaux prenaient leur envol, les mammifères se diversifiaient dans l'ombre, et dans les rivières de ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord, il y avait un crocodile qui pesait autant qu'un éléphant. Les premiers fragments de Sarcosuchus ont été découverts dans les années 1940 et 1950, éparpillés à travers le Sahara, là où s'étendait autrefois un vaste réseau fluvial. Mais ce n'est qu'aux années 1990 et au début des années 2000 que le paléontologue Paul Serino et son équipe ont commencé à reconstituer une image complète. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Un crâne presque complet, des vertèbres massives, une armure qui ressemblait plus à un char d'assaut qu'à un reptile, et des dents qui racontaient l'histoire d'un prédateur suprême. Rien de comparable n'existe aujourd'hui. Lorsqu'ils ont mesuré les fossiles et fait les calculs, les estimations étaient presque trop extrêmes pour être crues. Le Sarcosuchus atteignait des longueurs de 12 à 12,5 mètres, voire plus. Il pesait entre 8 et 10 tonnes. Pour mettre cela en perspective, le plus grand crocodile marin jamais mesuré de façon fiable faisait un peu plus de 6 mètres et pesait peut-être 900 kilos. Le Sarcosuchus était 2 fois plus long et 5 fois plus lourd. C'était pas simplement un gros crocodile, c'était une créature évoluant à une toute autre échelle. Mais la taille à elle seule ne raconte pas toute l'histoire. Ce qui rend le Sarcosuchus vraiment étrange, c'est la façon dont il a atteint cette taille et ce qu'il en a fait. Les crocodiles modernes suivent un schéma assez prévisible. Ils grandissent tout au long de leur vie, mais leur croissance ralentit considérablement après avoir atteint la maturité sexuelle. Un crocodile moderne peut vivre 70 ans, mais la majeure partie de sa croissance se produit dans les 10 à 15 premières années. Le Sarcosuchus ne suivait pas ce schéma. Des études de sa structure osseuse montrent une croissance continue et rapide, même à un âge que nous considérions comme avancé. Certaines estimations suggèrent le Sarcosuchus n'atteignait sa taille adulte qu'à 50 ou 60 ans, et il aurait pu vivre bien au-delà. Imaginez un prédateur qui continue de grandir année après année, pendant des décennies, devenant plus grand, plus fort, plus dangereux à chaque saison qui passe. Et puis, il y a le crâne. Ce crâne de près de 2 mètres de long n'était pas seulement surdimensionné, il était étrange. Le museau était long et étroit, presque délicat d'apparence, comparé aux mâchoires écrasantes des crocodiles modernes. Mais tout au bout, il y avait quelque chose qu'aucun crocodile vivant ne possède. Une expansion bulbeuse, un renflement arrondi d'os qui donnait au museau une allure presque de pagaie. Les scientifiques l'appellent une bulla, et à ce jour, personne ne sait vraiment à quoi elle servait. Certains pensent qu'elle servait à produire du bruit, une chambre de résonance pour mugir pendant la saison des amours. D'autres suggèrent qu'elle aidait à l'odorat, améliorant sa capacité à détecter des proies dans des eaux troubles. D'autres encore pensent qu'elle pouvait servir d'outil, une structure spécialisée pour ramasser ou assommer les poissons. La vérité, c'est que m'en savons rien. Et cette incertitude rend Sarcosuchus encore plus étrange. Les dents, elles, racontent leur propre histoire. Contrairement aux crocodiles modernes, qui ont des dents relativement uniformes, conçues pour agripper et déchirer, le Sarcosuchus possédait une dentition différenciée. Les dents à l'avant étaient longues, pointues et s'emboîtaient parfaitement, idéales pour attraper et retenir des proies glissantes. Plus loin dans la mâchoire, les dents devenaient plus courtes, plus robustes, faites pour broyer et traiter la nourriture. C'était pas un snake mordu sans métexia. C'était un prédateur de précision, doté d'outils pour chaque tâche. Et la force de l'arrachoir. Les estimations suggèrent qu'il pouvait exercer bien plus de 8000 kg de pression, de quoi broyer sans effort os, carapace et armure. Mais pour vraiment comprendre ce qui rendait Sarcosuchus si exceptionnel, il faut saisir la physique d'un animal de cette taille.
Il existe en biologie un concept appelé la loi du carré cube, qui impose des limites drastiques à la taille qu'un animal peut atteindre. Lorsqu'un animal double de longueur, son volume et sa masse sont multipliés par 8. Mais sa section transversale, c'est-à-dire la solidité de ses os et de ses muscles, n'augmente que d'un facteur 4. Cela signifie qu'à mesure que les animaux grandissent, ils deviennent proportionnellement plus faibles par rapport à leur propre poids. C'est pour cela que les éléphants ont des jambes en forme de colonne, alors que les souris peuvent trottiner sur des membres délicats. C'est aussi pourquoi les baleines bleues ont besoin de la flottabilité de l'eau pour survivre. Sarcosuchus repoussait fortement ses limites physiques. Sur Terre, il aurait été presque immobile, son poids massif écrasant sa structure osseuse. Chaque mouvement aurait été pénible et épuisant. Ses organes internes auraient été comprimés par sa propre masse. Son cœur aurait eu du mal à pomper le sang dans un corps aussi énorme. Mais dans l'eau, tout changeait. La flottabilité annulait la majeure partie de son poids. Son corps devenait profilé et hydrodynamite. Ses membres puissants, inutiles sur Terre, devenaient des pagaies efficaces. La queue, épaisse et musclée, assurait la propulsion. Dans son environnement aquatique, le Sarcosuchus n'était pas seulement viable, il était optimisé. Et cela nous apprend quelque chose de crucial sur les écosystèmes du Crétacé. Pour que le Sarcosuchus atteigne cette taille et la maintienne pendant des millions d'années, l'environnement devait être extraordinairement productif. Il devait y avoir une abondance de proies, des températures stables et des sources d'eau fiables. Les rivières de l'Afrique du Crétacé n'étaient pas seulement des habitats, c'étaient de véritables usines biologiques produisant de la biomasse à un rythme capable de soutenir plusieurs prédateurs géants. Alors, où vivait le Sarcosuchus? Et quel genre de monde pouvait soutenir une créature d'une telle taille? Les fossiles proviennent de la formation d'El Raz au Niger, une région qui, il y a 112 millions d'années, n'avait rien à voir avec le désert qu'elle est aujourd'hui. C'était un système fluvial luxuriant et tropical, faisant partie d'un immense réseau intérieur qui s'étendait à travers ce qui est aujourd'hui le Sahara. Des rivières sillonnaient le paysage, alimentées par les pluies saisonnières et les moussons. Les marais et les plaines inondables grouilladient. Des forêts bordaient les rives et dans ces eaux, le Sarcosuchus régnait en maître. Le climat était chaud et humide, avec des températures moyennes nettement plus élevées qu'aujourd'hui. La chaleur toute l'année permettait aux reptiles à sang froid de maintenir en permanence un métabolisme élevé. Il n'y avait ni dormance hivernale, ni ralentissement saisonnier. La croissance pouvait se poursuivre sans interruption. La chasse pouvait avoir lieu à tout moment. Et pour une créature qui vivait aussi longtemps que le Sarcosuchus, cela signifiait des décennies de croissance continue dans des conditions optimales. Mais il n'était pas seul. La formation d'El Raz était peuplée d'autres géants. Il y avait d'énormes dinosaures sauropodes, des herbivores au long cou qui venaient boire au bord de l'eau. Il y avait de grands théropodes, des dinosaures carnivores qui chassaient le long des rives. Il y avait des poissons géants, certains mesurant plus de 3 mètres, protégés par des écailles épaisses. Il y avait des tortues de la taille de petites voitures. Et il y avait d'autres crocodiliens, plus petits que le Sarcosuchus, mais tout de même redoutables. C'était un écosystème taillé pour les géants, un monde où la taille n'était pas seulement un avantage. C'était une condition nécessaire à la survie. L'un de ces dinosaures mérite une mention spéciale, car il avait probablement des rencontres fréquentes et fatales avec Sarcosuchus. Oranosaure était un dinosaure herbivore de taille moyenne, long de 7 mètres, avec une voile caractéristique sur le dos. Les preuves fossiles issues de la même formation montrent que ces animaux se rassemblaient près des points d'eau, ce qui en faisait des cibles parfaites. Imaginez un jeune rhinosaure, peut-être séparé de son troupeau, s'approchant de la rivière pour boire. Il est prudent, nerveux, conscient que le danger rôde dans l'eau. Mais la soif le pousse à d'enfie. Il baisse la tête pour boire. Et à ce moment de vulnérabilité, l'eau explose. Sarcosuchus jaillit des eaux peu profondes, gueule grande ouverte, se déplaça avec une rapidité surprenante pour une créature aussi massive. Les dents se referment sur le cou des dinosaures. Le poids du crocodile, 5 tonnes de muscles et d'os, entraîne l'oranosaure vers des eaux plus profondes. Le dinosaure se débat violemment, mais c'est déjà fini. Sarcosuchus commence à tournoyer, la fameuse vrille de la mort, et la violence est indescriptible. Sarcosuchus était fait pour cet environnement. Son corps était fortement blindé, avec des ostéodermes, d'épaisses plaques osseuses incrustées dans la peau qui couraient le long de son dos et de ses flancs.
Celle-ci n'était pas seulement destinée à la protection. Elle servait aussi de régulateur thermique, absorbant la chaleur du soleil et aidant à maintenir la température corporelle. Dans le climat tropical de l'Afrique du Crétacé, cela aurait été crucial. Un reptile d'une telle taille devait gérer sa température interne avec soin. Trop chaud, et son métabolisme s'emballa. Trop froid, et il deviendrait lent et vulnérable. Les ostéodermes jouaient un rôle clé dans cet équilibre. Mais c'est là que Sarcosuchus devient vraiment intéressant. Contrairement aux crocodiles modernes, qui passent beaucoup de temps à se prélasser sur les berges, Sarcosuchus était probablement presque entièrement aquatique. Sa taille imposante rendait ses déplacements sur la terre ferme lents et épuisants. L'eau lui offrait la flottabilité, le soutien et la discrétion. Dans les rivières troubles et teintées de tanins de l'Afrique du Crétacé, un crocodile de 12 mètres pouvait presque disparaître complètement, immergé, avec seulement ses yeux et ses narines dépassant à la surface. La position de ses yeux et de ses narines nous en dit long. Ils étaient placés haut sur le crâne, ce qui permettait à Sarcosuchus de rester presque entièrement submergé, tout en gardant un œil sur les berges. Les yeux eux-mêmes étaient relativement grands, ce qui suggère une bonne vision même en conditions de faible luminosité. Et les narines, placées tout au bout de ce museau étrange et bulbeux, pouvaient émerger à la surface sans provoquer la moindre perturbation, ni ride, ni mouvement. Rien pour avertir les proies que la mort les attendait juste sous l'eau. Narines et yeux réunis en faisaient un prédateur embusqué parfait, capable d'attendre. Les crocodiles modernes sont des prédateurs embusqués, capables de rester immobiles pendant des heures, voire des jours, jusqu'à ce qu'une proie s'approche à portée d'attaque. Sarcosuchus aurait poussé cela à l'extrême. Sa taille lui conférait d'énormes réserves d'énergie. Il n'avait pas besoin de manger en permanence. Un seul repas colossal, un dinosaure, un poisson géant, une grande tortue, pouvait le nourrir pendant des semaines, voire des mois. Il pouvait donc se permettre d'être patient, invisible, un piège vivant attendant le moment parfait. L'invisibilité était un avantage. Les recherches sur le métabolisme des crocodiliens nous donnent un aperçu de la façon dont ça fonctionnait. Les crocodiles possèdent l'un des systèmes digestifs les plus efficaces du règne animal. Ils peuvent extraire des nutriments de proie que d'autres prédateurs laisseraient de côté. Les os, la peau, les écailles, tout est digéré et utilisé, et ils peuvent ralentir leur métabolisme jusqu'à un état proche de l'hibernation lorsque la nourriture se fait rare. Sarcosuchus, avec sa capacité stomacale énorme, aurait pu avaler ses proies entières ou en énormes morceaux, puis passer des semaines à les digérer lentement, bougeant à peine, économisant son énergie jusqu'à la prochaine occasion. Lorsqu'il attaquait, l'assaut devait être catastrophique. Des modèles biomécaniques suggèrent que le Sarcosuchus pouvait générer une puissance explosive énorme lors de sa première ruée. Son museau étroit lui aurait permis de se déplacer rapidement dans l'eau en minimisant la résistance. Les dents imbriquées se refermaient avec une précision de pince, et une fois qu'il tenait sa proie, il n'y avait aucune échappatoire. Les crocodiles modernes utilisent une technique appelée la tournée de la mort, faisant tourner tout leur corps pour arracher des morceaux de chair à leur proie. Sarcosuchus, avec sa masse imposante et sa force de morsure incroyable, aurait pu faire de même, mais à une échelle difficile à imaginer. Un crocodile de 10 tonnes, tournant avec un dinosaure dans ses mâchoires, aurait créé un véritable maelstrom de violence dans l'eau. Mais la tournée de la mort avait une autre utilité que le démembrement. C'était une technique pour noyer la proie. En tournant et en entraînant sa proie vers le fond, Sarcosuchus s'assurait que, même si sa morsure n'était pas immédiatement fatale, la victime finirait noyée. En quelques minutes. Pour un animal d'une telle taille, la noyade était souvent la méthode de mise à mort privilégiée. Une morsure nette au cou ou à la tête pouvait suffire pour des proies plus petites, mais un dinosaure adulte nécessitait une pression soutenue, de la désorientation et la force implacable d'être maintenu sous l'eau par quelque chose qu'on ne pouvait tout simplement pas maîtriser. Que mangeait réellement Sarcosuchus? Les preuves sont désespérément incomplètes. Contrairement à certains sites fossiles où l'on trouve des contenus d'estomac préservés ou des marques de morsure sur les animaux proies. La formation d'Eleras ne nous a pas livré cette preuve irréfutable, mais nous pouvons faire des suppositions éclairées en nous basant sur les espèces qui vivaient à ses côtés et sur ce que son anatomie nous révèle. La longue mâchoire étroite et les dents acérées à l'avant suggèrent qu'il était spécialisé dans la capture de poissons. De grands poissons rapides devaient abonder dans les systèmes fluviaux. Et la forme du museau de Sarcosuchus ressemble de façon frappante à celle des crocodiles piscivores actuels, comme le gavial, mais à une échelle bien supérieure, à des proportions monstrueuses. Mais les poissons seuls n'auraient pas suffi à nourrir un animal d'une telle taille.
Sarcosuchus chassait presque certainement des proies plus grandes également. Les jeunes dinosaures, ou ceux de taille moyenne, qui venaient s'abreuver, étaient des cibles parfaites. Un bond rapide depuis les eaux peu profondes, une morsure dévastatrice, puis une traînée vers les eaux plus profondes. Une fois émergé, même un dinosaure puissant aurait eu du mal à lutter contre le poids et la force du Sarcosuchus. Les tortues géantes, protégées par de solides carapaces, ne posaient aucun problème à ces puissantes dents broyeuses. Et les autres crocodiliens. Les concurrents et les menaces potentielles étaient éliminés sans hésitation. Il existe également des preuves que le Sarcosuchus était peut-être plus actif que les crocodiles modernes. La structure de sa queue suggère une capacité de nage puissante. Les vertèbres de la queue étaient grandes et robustes, avec des apophyses proéminentes pour la tâche des muscles. Cela signifie que les muscles de la queue étaient massifs, capables de générer une poussée considérable. La disposition de ses membres, bien qu'elle ne soit pas faite pour courir, montre des adaptations pour une puissante propulsion dans l'eau. Ce n'était pas un prédateur passif, du genre à attendre immobile comme beaucoup de crocodiles modernes. C'était un chasseur actif, capable de poursuivre ses proies dans l'eau, utilisant sa taille et sa vitesse pour submerger ses victimes avant qu'elles n'atteignent la sécurité de la rive. Imaginez ce que cela signifie, un crocodile de 12 mètres poursuivant activement ses proies en pleine eau. Les crocodiles marins actuels peuvent nager à des vitesses allant jusqu'à 30 km/h sur de courtes distances. Sarcosuchus, avec sa queue plus grande et ses muscles plus puissants, aurait pu être encore plus rapide. Imaginez être un gros poisson ou un dinosaure nageur et regardez derrière vous pour voir une véritable torpille vivante, couverte d'écailles et de dents, foncer droit sur vous, la gueule grande ouverte, assez pour vous avaler tout entier. Il n'y aurait aucune échappatoire, aucun espoir, juste la terrible prise de conscience que vous alliez devenir de la nourriture. Et puis, il y a la question de la territorialité. Les crocodiles modernes sont farouchement territoriaux, surtout les grands mâles. Ils contrôlent des portions de rivières, chassant les concurrents et imposant leur domination par des démonstrations de taille et d'agressivité. Sarcosuchus, étant bien plus grand, aurait évolué à une toute autre échelle. Un seul adulte aurait pu contrôler des kilomètres de rivières, constituant à lui seul tout un écosystème. Les crocodiliens plus petits auraient été relégués dans des habitats marginaux, des ruisseaux peu profonds et des bras morts. Partout où le géant ne pouvait pas aller, et les rencontres entre deux Sarcosuchus adultes auraient été rares, mais absolument brutales. On peut en déduire cela en observant le comportement des crocodiles modernes. Quand deux grands mâles se rencontrent, les combats sont féroces. Ils mordent, ils se roulent, ils essaient de se noyer mutuellement. Les cicatrices et les mâles manquants sont courants chez les mâles dominants. Maintenant, imaginez cela à l'échelle de Sarcosuchus. Imaginez deux crocodiles de 12 mètres s'affrontant pour un territoire, leurs mâchoires massives se refermant l'une sur l'autre, leurs corps se débattant avec assez de force pour déraciner des arbres et remodeler la berge. Le bruit à lui seul aurait été terrifiant, des rugissements et des sifflements résonnant sur l'eau, audibles à des kilomètres à la ronde. Et le vainqueur raflait tout, les meilleurs terrains de chasse, les bassins les plus profonds, l'accès aux partenaires, car la reproduction aurait été un autre défi pour un animal de cette taille. Les crocodiles modernes construisent des nids sur les berges des rivières, des monticules de végétation et de boue où ils pondent leurs œufs. La femelle garde le nid pendant des mois, le protégeant des prédateurs. Lorsque les œufs éclosent, elle transporte soigneusement les petits jusqu'à l'eau, dans ses mâchoires. Sarcosuchus aurait suivi un schéma similaire, mais tout aurait été amplifié. Les nids auraient été énormes, contenant des dizaines d'œufs, chacun plus gros qu'un ballon de football. La femelle aurait été férocement protectrice, attaquant tout ce qui s'approchait, et les petits, même à la naissance, auraient été redoutables. Probablement longs d'au moins 30 cm, déjà dotés de dents acérées et d'instincts prédateurs. Mais le taux de survie aurait été faible. Même avec une mère protectrice, les jeunes Sarcosuchus auraient été menacés de tous côtés. Les gros poissons, d'autres crocodiliens, des dinosaures carnivores, voire même des Sarcosuchus adultes, auraient vu les nouveau-nés comme des proies faciles. Seule une infime fraction aurait survécu jusqu'à l'âge adulte, mais ceux-là auraient eu des décennies pour grandir, apprendre, dominer. Et finalement, ils seraient devenus les prédateurs suprêmes, les maîtres des rivières, tout comme leurs parents. Il y a quelque chose de profondément fascinant dans la trajectoire de croissance du Sarcosuchus. Contrairement aux mammifères, qui ont une croissance déterminée et cessent de grandir une fois la taille adulte atteinte, les crocodiliens ont une croissance indéterminée. Ils ne cessent jamais vraiment de grandir.
Le rythme ralentit, mais il ne s'arrête jamais compapant. Pour le Sarcosuchus, cela signifiait que les individus les plus âgés étaient aussi les plus grands, les plus expérimentés, les plus dangereux. Un Sarcosuchus de 60 ans ne serait pas seulement plus grand qu'un de 30 ans. Il serait plus intelligent, plus patient, plus efficace. Il connaîtrait chaque méandre de la rivière, chaque banc de sable, chaque cachette. Il aurait appris quelles proies étaient les plus faciles à attraper, quelles racines les dinosaures utilisaient pour accéder à l'eau, quand et où les poissons se rassemblaient. Il serait le prédateur ultime, affûté par des décennies de survie. Mais malgré toute cette puissance, toute cette taille, tout ce succès évolutif, le Sarcosuchus a disparu. À la fin du Crétacé, il avait disparu, tout comme beaucoup d'autres géants qui définissaient son monde. Et la question est pourquoi ? Qu'est-ce qui aurait bien pu faire chuter un prédateur au sommet, aussi dominant ? La réponse, comme toujours, tient au changement environnemental. Les systèmes fluviaux de l'Afrique du Crétacé étaient incroyablement dynamiques, façonnés par les moussons saisonnières et l'activité tectonique changeante. Mais il y a environ 100 millions d'années, les choses ont commencé à changer. Le climat est devenu plus variable, les saisons des pluies sont venues moins prévisibles. Les rivières qui coulaient autrefois toute l'année ont commencé à s'assécher selon les saisons. Et pour une créature aussi grande que Sarcosuchus, c'était une condamnation à mort. Voici le calcul brutal d'étranges géants. Les animaux plus grands ont besoin de plus de nourriture, de plus d'espace et de conditions plus stables. Quand les ressources se font rares, les animaux plus petits peuvent s'adapter plus rapidement. Ils peuvent migrer, changer de régime alimentaire ou entrer en dormance. Mais un crocodile de 10 tonnes ne peut pas simplement partir et s'installer dans un nouveau système fluvial. Il ne peut pas survivre avec des restes. Il lui faut des proies abondantes et fiables, ainsi qu'une eau profonde et permanente. À mesure que les rivières d'Afrique du Nord devenaient moins stables, l'habitat du Sarcosuchus s'est fragmenté. Les populations se sont isolées, la reproduction est devenue plus difficile et lentement mais sûrement, l'espèce a décliné. Les archives géologiques montrent cette transformation en détail. Les couches de sédiments, qui indiquaient autrefois un écoulement fluvial toute l'année, commencent à révéler des signes d'assèchement saisonnier. Des fissures de boue apparaissent, preuve que les lits des rivières étaient exposés à l'air. La diversité de la vie aquatique diminuait. Les fossiles de poissons deviennent rares. Les géants, des créatures comme Sarcosuchus, qui dépendaient d'une eau abondante, ont commencé à disparaître des archives fossiles. Mais il y avait un autre facteur, quelque chose de plus insidieux, la concurrence. Pendant le Crétacé, les crocodiliens se diversifiaient rapidement. De nouvelles espèces évoluaient, chacune adaptée à des niches différentes. Certaines étaient petites et agiles, spécialisées dans la chasse en eau peu profonde. D'autres étaient lourdement blindées, conçues pour écraser les mollusques et les crustacés. Et certaines devenaient plus terrestres, s'aventurant sur la terre ferme pour exploiter des ressources auxquelles Sarcosuchus n'avait pas accès. À mesure que l'environnement changeait, ces espèces plus adaptables prospéraient. Sarcosuchus, enfermé dans son rôle de gigantesque prédateur aquatique emmusqué, ne pouvait pas rivaliser. Il était trop spécialisé, trop dépendant de conditions qui n'existaient plus. L'un de ses concurrents était Stolocrosuchus, un crocodilien plus petit et plus agile qui vivait dans la même région. Là où Sarcosuchus était massif et lent, Stolichirosuchus était rapide et polyvalent. Il pouvait chasser en eau peu profonde, sur la terre ferme, voire grimper sur des troncs d'arbres tombés pour se prélasser. Lorsque les rivières commençaient à s'assécher, Stolichirosuchus pouvait se déplacer vers de plus petits cours d'eau, des mares temporaires, partout où il y avait de l'eau. Sarcosuchus, lui, ne le pouvait pas. Il avait besoin de rivières profondes et permanentes. Et à mesure que ces rivières disparaissaient, Sarcosuchus disparaissait aussi. Et puis, bien sûr, il y avait le contexte plus large. Le Crétacé était une époque de changements considérables. De nouvelles espèces de dinosaures rigolaient. Les plantes à fleurs se répandaient. Les insectes se diversifiaient. Toute la structure des écosystèmes était en train de changer. Et dans ce monde en mutation rapide, être un géant est devenu un handicap. Les mêmes caractéristiques qui avaient fait le succès de Sarcosuchus, sa taille, sa puissance, sa domination, sont devenues des désavantages. Quand le monde pour lequel il avait évolué a disparu, il existe un concept en biologie évolutive appelé la dette évolutive. C'est l'idée que des adaptations qui rendent une espèce prospère dans un environnement donné peuvent devenir des faiblesses fatales lorsque cet environnement change. Sarcosuchus avait accumulé une dette évolutive énorme.
Tout son plan corporel, son métabolisme, sa stratégie de reproduction, tout était optimisé pour un monde où l'eau abondait. Des températures stables et des proies en quantité. Quand ce monde a disparu, Sarcosuchus n'avait nulle part où aller. Il ne pouvait pas évoluer assez vite pour suivre les changements, et l'extinction était inévitable. Il y a 95 millions d'années, Sarcosuchus avait disparu. Les rivières d'Afrique étaient dominées par des crocodiliens plus petits et plus adaptables. L'ère des monstres fluviaux géants était terminée, et dans les archives fossiles, il ne restait plus que des ossements épars dans le désert. Témoins silencieux d'une époque où les crocodiles atteignaient la taille d'un bus et chassaient les dinosaures dans des rivières aujourd'hui disparues. Mais voici ce qui me hante à propos de Sarcosuchus. Ce n'est pas seulement qu'il était grand. Beaucoup d'animaux préhistoriques y des dents. C'est qu'il était si parfaitement adapté, si prospère dans son environnement, et pourtant si fragile. Quelques degrés de changement climatique, un bouleversement des régimes de précipitation et un prédateur suprême qui régnait sur son monde depuis des millions d'années a tout simplement disparu. Il y a là une leçon, un rappel que peu importe à quel point une espèce devient dominante, peu importe à quel point elle est bien adaptée, c'est toujours l'environnement qui a le dernier mot. Et quand on observe les écosystèmes actuels, on retrouve partout des échos du Sarcosuchus. Les plus grands crocodiles d'aujourd'hui, les crocodiles marins et les crocodiles du Nil, se heurtent aux mêmes limites. Ils vivent dans des environnements qui changent rapidement, fragmentés par l'activité humaine, déstabilisés par les bouleversements climatiques. Ils sont les derniers vestiges d'une lignée qui a autrefois engendré de véritables géants, et ils ne tiennent plus qu'à un fil. Les crocodiles marins actuels peuvent atteindre 6 mètres et peser plus d'1 tonne. Ce sont des prédateurs impressionnants et redoutables, mais ils ne sont que l'ombre de ce que leur lignée a déjà produit, et ils font face aux mêmes menaces qui ont causé la disparition du Sarcosuchus. Perte d'habitat, changement climatique, diminution des populations de proies. Les parallèles sont troublants. Nous assistons en temps réel à des changements environnementaux qui poussent ces animaux vers le même destin que leurs ancêtres géants. Le Sarcosuchus n'était pas qu'un simple crocodile. C'était un avertissement gravé dans la pierre, un rappel que la taille et la puissance ne signifient rien lorsque le monde lui-même se dérobe sous vos pieds. Pendant des millions d'années, il a été l'empereur des rivières, sans rival, inarrêtable. Et puis les rivières ont changé. Et l'empereur est mort, ne laissant derrière lui que des ossements et des questions dans le sable. Des questions sur ce que signifie être vraiment adapté, vraiment couronné de succès, et sur la possibilité pour une créature, aussi puissante soit-elle, de survivre lorsque son monde se transforme au point de devenir méconnaissable.